Euh, je cherche à savoir s'il est possible de prendre un traitement hormonal de la ménopause quand on est une fille d'S, voilà qui est clair. Alors on peut dire que les choses ont évolué. Ce qui a beaucoup dissuadé, nous l'avons vu tout à l'heure, c'était le risque de cancer du sein. Nous avons vu aussi que ce risque était très nettement diminué avec l'avancée de l'âge. Bonne nouvelle. Et donc, on peut comprendre que les filles soient peu envie de mettre en route un traitement de la ménopause du fait de cette réputation qui demeure, mais on peut dire qu'avec les données actuelles, il faut mettre en balance le désagrément de la ménopause et ce risque, qui est devenu maintenant très modéré. Et parmi les choses qui vont compter, ce sont deux choses, ce sont les aspects négatifs, désagréables de la ménopause, et tout spécialement des bouffées de chaleur. Pour certaines, c'est une situation invivable. Et de même, l'effet bénéfique en ce qui concerne l'ostéoporose. Donc on peut dire pour une fille DES qui arrive à la ménopause maintenant, qui aurait des bouffées de chaleur importantes, sachant que, et qui éventuellement a une ménopause assez avancée, il y a une autre question dans ce sens plus tard, il est tout à fait cohérent, le risque est vraiment très faible, beaucoup plus faible que certaines situations telles que le tabac, l'obésité par exemple, rien à voir. Donc ceci correspond d'ailleurs aux recommandations américaines actuellement, avec les meilleures connaissances sur les risques de cancer du sein, nettement diminués. On peut maintenant faire un traitement lorsqu'il est utile, c'est ça la question. Pas le faire systématiquement, à quoi bon? Si on se porte très bien, pas de problème d'ostéoporose, pas de bouffée de chaleur, eh bien, on n'a pas de raison d'entreprendre un traitement. Si ce n'est pas le cas, il est possible de 30. Et une mention spéciale, nous l'avons vu, pour les ménopauses précoces, parce que là, il y a un risque plus marqué au point de vue des calcifications, qui devient très sévère. L'idée, en quelque sorte, c'est d'accompagner ces femmes, après avoir évalué l'ensemble des risques, pour reproduire, pour les ménopauses précoces, pour reproduire l'âge standard de la ménopause. Elles ont été ménopausées, je réponds du même coup à une question suivante, puisqu'il s'agit d'une ménopause à 43 ans, ben, il est cohérent de faire un traitement jusqu'à l'âge standard de la ménopause, 50-51 ans, et puis réévaluer à ce moment-là, comme pour tout le monde, si on continue le traitement ou pas. Deuxième question. Je souffre d'adénomiose en période préménopausique. Est-ce que cela peut être lié au DES? Et quels sont les traitements pour les soulager? Alors c'est une question qui tombe très bien. Nous avons vu tout à l'heure que l'endométriose, en général, était 2 fois plus fréquente chez les filles DES. Ce qui fait à peu près une femme sur 5, c'est pas négligeable. Et peut-être plus, et de plus, des endométrioses plus souvent sévères. Mais nous avons vu aussi que cette endométriose, elle est entretenue par les estrogènes, et à la ménopause, avec l'arrêt des estrogènes, eh bien, cette endométriose se met au sommeil. Pas immédiatement et complètement, mais la ménopause, a un effet favorable sur l'endométriose. Autrement dit, vous êtes en période de préménopause, réjouissez-vous, si je peux dire, parce que chez vous, la ménopause pourrait apporter un bienfait, c'est-à-dire de réduction des effets de l'endométriose, qui sont de 2 ordres, comme vous savez. L'endométriose qu'on appelle externe sur les ovaires, par exemple, en arrière de l'utérus, donne surtout des douleurs, et ce qu'on appelle l'adénomiose, c'est-à-dire des petits îlots d'endométriose dans le muscle de l'utérus, elle entraîne surtout des hémorragies. Donc pour cette femme-là, qui peut-être a la complication d'hémorragie, de douleurs associées, on a un bon espoir pour que la ménopause apporte une vraie amélioration. La question qui se posera, c'est de savoir s'il y a d'autres perturbations, on les a vues, les bouffées de chaleur, etc. Est-ce que
cela vaudrait de remettre en route un traitement. Dans l'ensemble, on est plutôt tenté d'éviter les traitements et de profiter justement de cette réduction d'estrogène bienveillante, naturelle. Alors, une autre question concerne l'ostéoporose avec fracture. Donc, je ne peux que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas quel est l'âge de cette ménopause-là et à quel âge sont produites les fractures. Un petit résumé. Clairement, si la ménopause est précoce, il est souhaité, avec un but de traitement majeur, d'éviter l'ostéoporose en faisant un traitement, par exemple, jusqu'à 50 ans, et puis réévaluer la situation. Alors, en tant qu'enfant, j'ai été ménopausé à 49 ans. Je n'ai jamais eu de problème cardiaque auparavant. J'ai constaté récemment des accélérations de fréquence cardiaque nocturne, fourmillement des mains, sans défibrillation cardiaque et troubles du sommeil. Alors ce que vous décrivez là, ce sont pas mal de troubles de la ménopause en général. Et on ne peut pas dire que les signes de la ménopause, lorsqu'elle s'est produite, sont différents chez les filles DES. Donc ce que vous décrivez, ce sont les désagréments de la ménopause de Madame Tout-le-Monde, si je peux dire. Alors il y a une question sur les ménopauses précoces. Voilà. Ménopause, j'avais répondu un peu à cette question, mais je confirme. Voilà, ménopause à 43 ans, alors qu'habituellement dans la famille c'est 50 ans. Et de plus, elle a eu des problèmes, cette personne a eu des problèmes de prise de poids. Alors la prise de poids n'est pas une caractéristique des filles DES, malheureusement. Ça fait partie des possibles effets néfastes de la ménopause. Alors la réponse, c'est de dire, globalement, à 43 ans, il est plutôt conseillé, mais en évaluant l'ensemble des éléments, y compris la prise de poids, de faire un traitement jusqu'à 50 ans. Une autre question. Étant fille DES de 56 ans, le médecin qui fait mes mammographies m'affirme qu'il n'est pas nécessaire d'en effectuer tous les ans, comme mentionné dans les études. Effectivement, les recommandations d'en faire tous les ans ont eu lieu à une certaine époque, mais qui datent déjà de la fin des années 2000, entre 2005 et 2010. Et surtout depuis 2017, date à laquelle on a pu une bonne fois évaluer la baisse du risque de cancer du sein, on a ramené le rythme des mammographies au rythme standard, c'est-à-dire tous les 2 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions, on me signale. Je vais les trouver où? C'est là. Oula. Donc, on va commencer Attends. à lire. On peut voir tout. Alors j'ai eu une ménopause précoce, étant fille d'Isylben, et le traitement hormonal m'a été interdit. C'est vrai qu'il était quand même, c'était l'attitude un peu standard, et moi-même je n'étais pas très incitatif pour faire des traitements hormonaux pour les filles d'Es, mais avec ce que je dis, je crois qu'on a changé d'attitude. Il paraît acceptable de faire un traitement avec tout de même une petite particularité. C'est que nous avons vu tout à l'heure que le traitement est favorable sur le plan cardiovasculaire lorsqu'il est mis en route tôt après la ménopause. En revanche, il n'est pas conseillé pour des raisons cardiovasculaires, nous l'avons vu tout à l'heure, puisque s'il y a une plaque d'athérome qui est déjà installée, elle peut entraîner un infarctus du myocarde. Donc il n'est pas conseillé, c'est une règle générale maintenant pour les traitements de la ménopause, il n'est pas conseillé d'entreprendre un traitement
disons plus de 10 ans après la ménopause, ou en gros au-delà de 60 ans. Voilà. Donc les choses ont changé, on peut dire que clairement on est plus accessible à un traitement de la ménopause, mais il reste tout de même des contre-indications. Et dont celle-ci sur le plan cardiaque s'il est trop tard. Fille DES de 51 ans, douleur de poitrine, prise de poids, saute d'humeur, progestérone. Alors, non, je crois que, disons en tous les cas la question, je vais sélectionner les questions qui font état surtout des questions d'Istilben, bien entendu. Mais bon, dans cette question-là, je ne vois pas de sujet qui concerne le DES. Mon gynécologue me propose une hystérectomie totale. Qu'en pensez-vous? J'ai 48 ans. Alors là, je ne peux pas me prononcer avec si peu d'informations. S'il propose une hystérectomie, je précise qu'il a de bonnes raisons. Alors, pour des questions comme celle-ci, je ne vais pas faire de consultation ce soir, c'est clair. Mais ce que je vous propose, c'est que ces questions-là, nous les garderons et nous pourrons faire, comme je le fais très souvent d'ailleurs, pour des cas particuliers, je le fais volontiers, vous referez votre question sur le site de l'association et nous prendrons contact et je pourrai faire une réponse précise. Ménopausée depuis 38 ans, ayant eu une ablation d'ovaire, j'ai eu une ostéoporose très avancée pour mon âge, 50 ans. Et voilà, donc effectivement, vous êtes tout à fait dans le schéma qu'on a dit, c'est-à-dire ce problème d'ostéoporose très marqué pour les ménopauses précoces. Alors heureusement, il n'y a pas que le traitement hormonal qui est indiqué. On peut dire même que chez vous, il est un peu tard pour mettre en route le traitement hormonal pour cette indication-là de l'ostéoporose. En revanche, les rhumatologues, très heureusement, ont de nombreux traitements à proposer. Effectivement, dans ces cas-là, ce sont eux qui prennent le relais des traitements de l'ostéoporose. Yeah. Yeah. Alors, problème pour trouver un gynéco réceptif au DES. Est-ce que les nouveaux gynécos connaissent le Distilben? C'est une très bonne question, parce que les générations de gynécos passent, les filles Distilben restent, et malheureusement, ce sujet intéresse de moins en moins la profession. Alors nous avons essayé de remédier à cela en faisant un guide que vous connaissez peut-être, un guide de DES, 3 générations comme il s'appelle, et qui est composé de 2 parties. Il y a une première partie de 4 pages synthétique qui donne tous les éléments utiles pour les familles Distilben en général, et spécialement les filles Distilben, il faut bien reconnaître que ce sont elles qui ont eu le plus de soucis, on le sait bien. Et puis, comme nous avions aussi des questions de médecins, parce que les nouveaux médecins ne sont pas toujours, ne connaissent pas, en général pas ce sujet, et que justement les associations ont pour rôle actuellement de se pencher sur ce qu'on appelle les maladies rares. Eh bien, nous avons décidé de faire aussi un guide destiné aux médecins. Dans un premier temps, on se demandait si ce serait bien accepté, et puis très vite, nos collègues nous ont dit, nous préférons avoir des patientes qui viennent avec des questions bizarres tirées des réseaux sociaux, plutôt qu'avec un travail élaboré par des gens déjà concernés par le sujet. Donc ma réponse est que malheureusement, il y a plus beaucoup de gens spécialisés dans le DES, mais une des démarches que nous proposons, c'est de prendre contact avec un gynécologue, et si besoin, et maintenant il l'accepte assez volontiers, venir avec son petit guide qui permet d'avoir toutes les informations à partager avec votre médecin. Voilà, voici une réponse. Alors, examen à réaliser par rapport aux problèmes cardiovasculaires autour de la cinquantaine. Alors, ça, c'est
C'est une question qui est bonne et je reporte pour cela à la revue Prescrire. Nous avions repéré, et c'est l'équipe de l'association qui a repéré qu'il y avait une augmentation des problèmes cardiaques, et nous avons fait un article sur ce sujet-là, et la revue Prescrire a fait part de cette publication, de cet article, et concluait il faut mettre en route une surveillance particulière. Mais il faut bien dire que on ne peut pas, comme ça d'emblée, avoir une... Oui, merci pour la question suivante. Nous avions posé la question à des cardiologues. Et ils nous avaient répondu qu'effectivement, il était cohérent pour les filles DES de demander conseil à leur médecin généraliste et en fonction de leur contexte, tel que mode de vie, poids, tabac, etc., ou autre, eh bien, il serait peut-être adapté de faire un bilan cardiaque pour savoir quelle attitude avoir pour la suite, et en particulier pour le traitement hormonal, en rappelant, comme je vous l'ai dit, que le traitement hormonal, dans un premier temps, est favorable sur le plan cardiaque. Alors, ceci, d'ailleurs, j'ai parlé de la revue Prescrire, ça me permet de faire un petit cocorico pour l'association, puisque ce guide dont je vous parlais a reçu un prix il y a 15 jours, que nous avons reçu avec plusieurs membres de l'association, et le prix Prescrire qui récompense justement notre guide. Et vous pouvez y avoir accès directement, le petit de 4 pages et le grand de 30 pages, et qui essaie de faire le point sur le sujet et de donner les différentes recommandations. Et vous en trouverez, entre autres, pour les questions pour lesquelles je n'ai pas encore répondu, nous essayons de donner des orientations, en tous les cas, d'attitude à avoir dans les différents événements qui se produisent pour une fille d'ES. Alors, risque plus élevé d'infection des trompes ovaires à la ménopause. Non, ce n'est pas le risque d'infection, il est surtout marqué, infection, c'est-à-dire infection des trompes, par exemple, qu'on appelle les salpingites. Et il est plutôt marqué chez les filles jeunes. Et ce risque diminue progressivement, et il n'est pas plus marqué après la ménopause. Alors, quel traitement le plus efficace pour l'ostéoporose? Je crois que nous l'avons vu, mais je peux y revenir en quelques mots. Si vous êtes ménopausé depuis peu de temps, le traitement hormonal est adapté. Si vous êtes ménopausé depuis longtemps, il n'est pas trop conseillé pour des raisons cardiovasculaires de le mettre en route. Et donc, on passe à d'autres traitements, et ça, ce sont les rhumatologues qui en ont la maîtrise, et qui sont aussi efficaces, parfois astreignants, mais avec une bonne efficacité. Alors, nos filles sont-elles impactées? Alors, ce sujet nous intéresse bien, parce que c'est une des grandes questions pour les filles DES. Est-ce qu'elles sont impactées? Eh bien, il y a 2 études sur le sujet, sur les effets dans la 3e génération, et on peut dire que pour cette 3e génération, pour une fois, ce sont les garçons qui ont été le plus impactés, en ce sens qu'il y a des malformations génitales chez les garçons de 3e génération, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hypospadia, c'est-à-dire que l'orifice urinaire n'est pas au bout de la verge, mais en dessous, c'est ça, l'hypospadias. C'est pas un problème majeur et ça se résout simplement. En revanche, on n'a pas trouvé d'augmentation des malformations de l'utérus chez les petites filles DES. C'est ça. Donc c'est un bon point pour les filles. Pour la 3e génération, il n'y a pas d'anomalie génitale chez les filles. Il y a d'autres choses qui ont été remarquées, qui sont un peu anecdotiques chez les deux sexes, pardon. Ce sont des anomalies de l'ésophage qu'on découvre chez les nouveau-nés,
des rétrécissements de l'œsophage. Et nous avions fait une étude justement pour cette troisième génération. C'est une chose qui est ressortie, mais ceci ne concerne pas les gens qui nous écoutent, ou en tous les cas leur problème a été résolu. C'est pas un problème qui va se produire maintenant pour des troisième générations qui sont sur Terre et en bonne santé. Ça concernait les nouveau-nés qui n'arrivaient pas à déglutir. C'est comme ça qu'on découvrait cette anomalie de l'œsophage qui allait traiter. Bon, ceci représente quand même des cas plus nombreux que dans la population générale et qui sont bien pris en charge maintenant. Donc on peut dire que, contrairement aux filles DES qui ont eu beaucoup à souffrir entre les cancers d'utérus, les problèmes d'infertilité, des complications de grossesse avec prématurité, et qui ont eu beaucoup de complications de cet ordre, on peut dire que, avec les études qui sortent maintenant, on a repéré peut-être quelques petites nuances de fausses couches plus nombreuses, mais mineures, qui n'ont rien à voir avec les taux de fausses couches majeures et de prématurité majeure des filles DES. Donc on est actuellement rassuré pour vos filles. Voilà ma réponse. Alors, dépression. Alors oui, la dépression fait partie des phénomènes plus fréquents lors de la ménopause. Si on regarde par ailleurs, la question de la dépression chez les filles DES. Nous avons fait une étude avec le professeur Verdoux de Bordeaux pour évaluer les dépressions, justement, chez les filles DES. Et nous avons trouvé qu'effectivement, globalement, les filles DES avaient un taux de dépression supérieur aux autres. Cependant, si on regardait d'un peu plus près, on a pu constater que ces phénomènes de dépression se rencontraient plus fréquemment lorsqu'il y avait eu des accidents de la vie consécutifs aux effets secondaires du traitement de DES. Il est évident que si on a eu un cancer, les cancers qu'on appelle ACC particuliers à 20 ans, on ne peut pas échapper à des problèmes psychologiques. Plus loin de cela et plus fréquent, pour les femmes qui n'ont pas réussi à cause de l'infertilité ou à cause des fausses couches, qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, eh bien, on a observé chez elles qu'effectivement, il y avait un taux de dépression supérieur. Donc, on peut dire que dans des circonstances de la vie difficiles des filles DES, il y a plus de dépression, c'est presque une lapalissade. Mais on ne peut pas dire que, en dehors de ces situations-là, les filles DES, et en particulier la ménopause, soient plus enclins, si je peux me permettre, à avoir des épisodes de dépression. Oui. Nathalie Lafaille me demande d'être un peu plus précis sur les questions cardiovasculaires, et je le fais très volontiers. Je crois que le point, comme on en avait discuté beaucoup dans l'association, et la conclusion c'est que le médecin généraliste est bien apte à faire le point sur le plan cardiovasculaire. Il est bon qu'il ait comme information supplémentaire, en apportant le petit guide en question, que le DES comporte en lui-même un risque augmenté, et c'est ainsi votre médecin généraliste qui sera tout à fait apte à juger s'il faut aller plus avant, c'est-à-dire faire un bilan chez le cardiologue, tout simplement. Nous cherchons une autre question. Oui, est-ce qu'on peut faire des... Je peux descendre. Est-ce qu'on peut poser des questions grâce à la fiche de contact du site de l'association? Tout à fait.
Si nous n'avons pas répondu à toutes les questions, je vois qu'il y en a beaucoup, il en manquera sûrement, il manquera des réponses, donc n'hésitez pas à contacter l'association directement. Quelqu'un suggère que le guide soit obtenu par les jeunes gynécologues, mais on peut dire que puisqu'il a reçu une petite décoration, ce guide, nous en sommes un peu fiers, mais on a adoré le faire, il faut qu'il soit utile maintenant. On peut essayer de diffuser, puisqu'il est facilement accessible, tout simplement, par Internet sur le site de l'association. Bon, alors une autre question. Oui, un détail que nous suggère Nathalie, c'est que le guide, qu'il soit le petit et le grand, sont téléchargeables en bas de chaque page du site de l'association. Voilà une information précise qui favorisera votre consultation du guide. Alors, en quoi consiste le bilan cardiaque? Je crois qu'on a répondu à la question. Le généraliste va faire un point sur les problèmes cardiaques déjà présents, sur les risques supplémentaires. Il faut qu'il ait connaissance du risque supplémentaire du ODES, et c'est lui qui décide d'adresser en fait à un cardiologue. Eh bien, beaucoup de questions tournent autour du guide, très bien, puisque nous l'avons fait, nous sommes très heureux qu'il intéresse. Et donc le plus simple, c'est de vous brancher, si je peux dire, vous connecter, c'est mieux, sur les guides, sur notre site internet, et puis de l'enregistrer et de le distribuer autour de vous. Et les médecins ne seront pas choqués, par expérience, que vous veniez avec cette information-là, généraliste ou gynéco. Alors, malheureusement, c'est une question qui est bien courte, puisque problème de santé en raison de nombreuses chirurgies, eh bien, je crois que là, c'est typiquement une question pour laquelle il sera adapté de nous contacter. Oui, la question, est-ce que nous pouvons le diffuser aux médecins généralistes? On ne va pas l'imposer, notre guide, mais vous pouvez suggérer à votre médecin lui-même de l'apporter ou de venir avec la version courte qui débouche sur l'autre plus technique et plus détaillée dans la version longue. Donc on voulait parler de ménopause, mais on parle de guide, mais ce n'est pas grave. Alors, je suis maman DES et adhérente depuis 21 ans. Ah, ça, c'est un petit coup de chapeau à l'association, mais je vais le dire jusqu'au bout. Et heureusement que j'ai été accompagné pour être écouté. Voilà, je vais télécharger le guide. Mais faites comme Chantal. Voilà. Alors, point important. On peut pas enlever. Point important, particulier au DES, qui concerne la surveillance, c'est-à-dire essentiellement le dépistage des cancers du col et du vagin, après la ménopause. Que faire si l'utérus et le col ont été enlevés? C'est une très bonne question parce que la réponse n'est pas la réponse de Madame Tout-le-Monde pour la raison suivante. Il se trouve que chez les filles DES, il peut y avoir des lésions de pré-cancer. C'est ça qu'on recherche avec le frottis. Mais au lieu d'être situé comme quelqu'un qui n'a pas été exposé au distilbène au niveau seulement du col de l'utérus, la particularité des filles DES, c'est qu'elles peuvent faire des dysplasies, et donc des cancers, si on ne le traite pas, aussi au niveau du vagin. C'est pour cette raison que même les filles DES qui ont eu une hystérectomie, en enlevant le col,
il convient de poursuivre les frottis. C'est une particularité des filles DES et c'est une bonne occasion de souligner ce point. Faire un article. Alors, faire un article, il est conseillé de mettre l'article, le guide dans les publications médicales. Sur le plan des publications médicales, je dois vous rappeler, ce qui est particulier, c'est que notre association a été un peu innovée, ceci dans les années 2012 et 2013, à la suite des problèmes du Mediator, l'Institut du médicament, la NSM, a décidé de se rapprocher des associations et avait fait une proposition de recherche. Et nous sommes entrés en compétition, nous avons obtenu la possibilité de faire une recherche effectivement, et c'est ce qui a permis d'envoyer des questionnaires à travers tout le pays. Et nous avons de cette façon-là, ce qui nous a heureusement surpris, réussi à avoir 10 000 questionnaires qui ont été utilisables, et ceci a permis de faire 6 publications en anglais sur tous les points, c'est-à-dire les effets pour la 3e génération, sur la production, les effets psychiques, et aussi, ce qui est original, parce que, curieusement, dans les études américaines, on fait peu état des suivis chez les garçons. Nous avons fait une étude concernant les descendants des filles TES, et que cette étude a montré, heureusement, qu'il y avait très peu d'effets. Donc, nous avons eu l'occasion de faire des publications officielles, qui dans ces cas-là sont en anglais, qui est la langue de la recherche, et nous allons faire une recherche avec l'Institut Villejuif, car il y a une question qui se pose, c'est une parenthèse que je fais, concernant ce qu'on appelle les adénocarcinomes à cellules claires, les célèbres ACC. On sait qu'ils se sont produits surtout aux alentours de 20 ans, mais on ne sait pas jusqu'à quand ils durent. On peut en trouver, parce qu'il y a quand même des cas tardifs, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et c'est pour cette raison, entre autres, qu'on conseille de faire des frottis annuels à tout âge. Et donc, pour préciser ce point, est-ce que c'est une crainte qui n'est pas justifiée ou pas, nous avons entrepris un travail de recherche et qui sera, lui, l'objet d'une publication, comme vous le proposez, publication de type scientifique en anglais, pour savoir s'il y a effectivement, comme on le redoute, des cas d'ACC tardif ou pas. Et en fonction de ça, nous serons éclairés, et c'est parmi les éléments qu'on mettra l'année prochaine en place pour affiner les recommandations de surveillance de frottis pour les filles DES. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de faire un bilan sanguin pour la ménopause? À ce sujet-là, en tous les cas, pour le diagnostic de la ménopause, c'était un peu une mode à une époque de faire des bilans sanguins pour savoir si les estrogènes avaient baissé ou pas. On s'est rendu compte que c'était pas très facile à interpréter, pour la bonne raison que dans la période autour de la ménopause, les estrogènes varient. Il y a des fluctuations, ce qui fait qu'on peut trouver un taux normal et puis on est déjà dans une période de ménopause assez avancée, ainsi de suite. Donc c'est dans des cas particuliers, entre autres chez les femmes qui ont une hystérectomie, où on sait moins ce qui se passe, il n'y a pas l'arrêt des règles, qu'on pourrait être amené à faire des dosages hormonaux pour préciser de façon biologique la ménopause. En ce qui concerne le bilan standard, je crois que ça fait partie des examens qui sont plutôt dans le domaine du médecin généraliste et qui pourra juger. La ménopause en elle-même ne demande pas d'éléments très spécifiques, en dehors du fait qu'on est ou pas ménopausé avec les conséquences que nous avons vues. Alors la question donc sur le sujet qui est fondamental finalement, les traitements hormonaux substitutifs n'augmentent-ils pas le risque de cancer du sein? Alors je redis ce que nous avons étalé comme peut-être un petit peu pas très concise sur le sujet. Rappelons que dans un premier temps, dans l'année 2002 exactement, une étude américaine
avec des traitements différents, doses différentes, produits différents, populations âgées différentes, et on avait trouvé une augmentation des cancers du sein. Chez les filles DES, on a su qu'il y avait aussi chez les filles jeunes, c'est-à-dire à moins de 50 ans, une augmentation. La situation sur ce front du cancer du sein a bien évolué dans les deux sens, c'est-à-dire que on sait maintenant que le traitement tel qu'il est préconisé, hormones naturelles, avec souvent la voie cutanée en plus, qui est plus favorable, et il n'y a pas d'augmentation des cancers des seins pour le traitement pour des durées courtes, 5 ans ou un peu plus, et ce qui fait que, deuxième point, nous l'avons vu, les nouvelles études pour les filles DES elles-mêmes ont montré que le taux maintenant était à peine augmenté de l'ordre de 10%, ce qui est très faible quand on pense que si on a par exemple une personne proche de sa famille, mère par exemple, qui a un cancer du sein, on a un doublement de risque. Donc là, le fait d'avoir été exposé au DES fait partie des risques très modérés pour les filles de l'âge actuel des filles DES en France. Alors, jusqu'à quel âge les frottis? Alors ça, c'est un point important, puisqu'ils sont pour la population générale jusqu'à 65 ans, mais pour les filles DES, en raison du risque plus élevé de dysplasie, de risque de dysplasie vaginale, que n'ont pas les autres, et de risque pour l'instant présent encore, avant qu'il soit réévalué, de cancer particulier, le cancer ACC, il est conseillé, effectivement, de poursuivre chez les filles DES au-delà de 65 ans. Malheureusement, les recommandations faites en France disent que pour le DES, les traitements peuvent être particuliers, mais il n'y a pas d'indication, ce qui rend les choses difficiles. Et c'est pour cette raison que l'association a pris le relais avec la Société française de colposcopie pour que nous aboutissions à des recommandations plus précises de la part des autorités. On m'entend là ou pas? Alors je regarde justement. Je sais pas ce que c'est que ce truc, tu me diras tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est. J'ai l'impression que ça se. Non, tout va bien. Bon, tout va bien. nous revoici. Pardon? Alors. La technique nous a juste trahis. Alors, quelle fréquence pour les frottis? Il est recommandé de faire des frottis annuels. C'est une recommandation internationale, entre autres américaine, australienne, française. Comme je vous l'ai dit, nous avons fait d'ailleurs un travail spécial auprès de vous, de l'association. Nous avons interrogé les filles de l'association, les filles DES, et qui ont répondu très largement avec de très nombreuses réponses qui ont permis d'analyser la situation. On peut dire que pour nos fidèles participantes de l'association, le rythme de frottis annuel était respecté dans 70% des cas. Ensuite, il y en avait encore 20% qui faisaient des frottis dans un délai de 3 ans. Alors c'est vrai qu'actuellement, ça devient difficile d'avoir le frottis annuel, et les médecins ne sont pas toujours informés, et c'est pour cette raison que, comme vous pourrez le voir sur le guide, dernière édition, nous avons un peu partagé la poire. Nous avons dit, de préférence, faire le frottis annuel, mais en tous les cas, ne pas dépasser un intervalle de 3 ans. Voilà. Parce que nous nous rendons compte que les femmes ont du mal à trouver des médecins, des gynécologues, et encore plus des gynécologues qui s'intéressent au distilbène. Donc nous avons trouvé que cette solution-là, de ne pas dépasser 3 ans, restait tout à fait acceptable sur le plan du dépistage. Mais je vous rappelle que dans l'année qui vient, il y aura, avec l'association française de pathologie cervico-vaginale, qui s'occupe spécialement de ces questions de dépistage, nous allons tous ensemble, avec l'association, proposer des recommandations plus précises et peut-être un peu différentes et qu'on espère alléger. Alors, est-ce qu'il y a une autre question?
Alors, étude... oui, question... Bon, j'ai déjà répondu. Question, les enfants DES sont plus sujets aux dépressions, ont plus de troubles psychiques. Alors, il y a des études qui ont montré ça, et il y a une association qui s'occupe plus spécialement, qui s'appelle l'association Orage, et qui a effectivement recensé un nombre élevé de troubles psychiques dans les enfants DES. Pour notre part, dans notre étude, comme je vous l'ai dit, nous avions trouvé effectivement chez les filles DES un taux de dépression augmenté, mais plus spécialement s'il y avait eu des difficultés liées justement au DES. Voilà, non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'elles sont plus sujettes, les filles DES, aux épisodes d'anorexie mentale? Eh bien oui, il y a un bon nombre d'études faites pour les retentissements psychologiques et psychiatriques. Et parmi les résultats, une première évidence était qu'il y avait plus fréquemment des troubles du comportement alimentaire dans les deux sens, c'est-à-dire excès de poids ou anorexie, et parfois une alternance d'ailleurs. Donc ça, effectivement, c'est les filles DES et les fils DES aussi d'ailleurs sont plus sujets à des complications psychiques de ce type. Alors, une question d'une certaine Nathalie, notre secrétaire qui veille, et elle conseille à juste titre d'évoquer les différences entre frottis et test HPV. C'est un point essentiel. En effet, jusqu'à une date récente, on faisait des frottis, c'était le terme habituel, consacré, et ce frottis-là, on prélevait des cellules qui étaient examinées au microscope et on regardait les cellules. C'est l'examen cytologique. Mais depuis, on sait que ces anomalies sont liées au virus HPV, et on a comparé ce test de base, qui est utilisé depuis de nombreuses dizaines d'années, avec une certaine efficacité, certes, et est arrivé à une nouvelle série de tests qui sont la recherche du virus lui-même. C'est lui, le virus, qui est responsable de ces dysplasies. L'histoire naturelle de ce virus, c'est qu'on a des virus très fréquemment, puisque 80% de la population a ou a eu déjà des virus HPV. Ils sont très nombreux, présents, ça fait partie de la vie communautaire, si on peut dire. Et habituellement, ils disparaissent au bout de quelques mois, et puis il ne se passe rien. Dans une minorité de cas, ils persistent, et là sont susceptibles d'apporter des anomalies de cellules dans des dysplasies. Alors, revenons maintenant au dépistage. Il y avait chercher les cellules, et après on se dit qu'en cherchant les virus, surtout qu'il y a des virus qui sont plus dangereux que d'autres, et entre autres, disons des numéros, 16, 18, qui sont plus susceptibles d'entraîner un cancer, et donc on s'est mis à rechercher sur les prélèvements vaginaux des virus. Et on a constaté deux choses, c'est que, il y avait très souvent des virus, mais trouver le virus en lui-même, ce n'est pas grave. L'important, c'est de savoir si lorsqu'on a un virus, il y a aussi des anomalies des cellules. C'est ce qu'on appelle le contrôle réflexe. Le problème est que, actuellement, étant donné que la recherche de virus est plus susceptible de repérer une dysplasie et donc un cancer du col, il a été pris l'option sur le plan mondial de privilégier la recherche de virus. Et donc, c'est ainsi qu'en France, depuis 2 ans, il est proposé de faire une recherche de virus sur le prélèvement vaginal tous les 5 ans. C'est ça, maintenant, le dépistage standard. Le problème chez nous est qu'il y a 2 possibilités de cancer. La dysplasie standard qui est plus fréquente que dans la population générale, nous l'avons vu. Et deuxième, c'est cette éternelle question des adénocarcinomes à cellules claires, ou ACC, qui, eux, ne sont pas liés à ce virus,
et donc ne sont pas dépistés par la recherche des virus. Pour cette raison, de façon internationale, pour les filles DES, essentiellement pour elles, on recommande de faire non pas le nouveau dépistage de recherche de virus, mais directement la recherche des cellules qui à la fois recherche les dysplasies, mais aussi recherche en même temps les ACC. Alors tout ça devient très compliqué et c'est encore une des choses qui doivent se tirer au clair avec l'année prochaine pour des recommandations pour les filles DES. Parce que les gens de la société de colposcopie nous disent que il faudrait tout de même avoir les deux éventuellement, recherche de virus et d'emblée recherche de cellules, qui serait peut-être la solution. Tout ceci va se décider. Donc si on résume, il y a pour Madame Tout-le-Monde un dépistage en recherche de virus, test HPV, tous les 5 ans, et pour Madame DES, si je peux dire, on conseille plutôt de faire un dépistage annuel sur les cellules de cytologie. Et l'année prochaine, les choses vont se rassembler, les informations se rassembler, et on a bien espoir de faire des recommandations. On ne peut pas prédire lesquelles elles seront. Pour l'instant, on reste sur les précédentes. FIDES fait un frottis annuel, ou pas plus d'écart de 3 ans, et il faut qu'il y ait dedans recherche des cellules, la cytologie. Voilà. Autre question. Alors, question sur la sécheresse vaginale et ménopause. Bonne question. Bonne question parce que, comme je vous l'ai dit, le traitement hormonal de la ménopause, par voie générale donc, a une très bonne efficacité sur les bouffées de chaleur. Je vous ai signalé que pour ce qui concernait la sécheresse vaginale, il avait une efficacité, mais imparfaite. Et en fait, pour le phénomène spécifique, et c'est une bonne occasion de donner ce point-là, de sécheresse vaginale, ce qui est recommandé, ce sont des applications locales d'estrogènes qui ont une efficacité plutôt supérieure à la voie générale et qui n'ont pas de diffusion dans l'organisme des estrogènes, donc qui ne comportent pas les risques du traitement hormonal. Donc je suis très content que vous ayez posé cette question pour préciser ce point, et les effets de ces traitements locaux sont tout à fait efficaces pour la sécheresse d'une part, mais aussi évidemment les perturbations sexuelles qui vont avec. Les lubrifiants dans ce domaine sont aussi les bienvenus, associés à un traitement de fond local par estrogène. Et donc ça peut être fait de façon soit isolée, soit éventuellement, si besoin, en complément du traitement hormonal général. Non, on va. Alors, est-ce que le traitement de la ménopause peut améliorer la dépression ? Je dois dire que j'ai eu un long entretien avec une de mes collègues gynécos qui s'occupe spécifiquement de la ménopause et qui me dit que tout de même l'élément de dépression est assez présent. Le contexte de la vie change bien sûr, mais il est exact que les insuffisances en estrogène sont capables d'entraîner plus de dépression. Et elle, dans sa pratique, estime que tout de même le traitement, et c'est pas la seule à le dire bien entendu, le traitement hormonal peut avoir un très bon effet globalement sur le fait de se sentir bien et pour éviter des épisodes de dépression qui clairement sont plus fréquents lors de la ménopause. Alors, le DES peut-il être responsable d'un carcinosarcome du col, d'une lenteur dans le travail ou les tâches habituelles et les troubles du poids? Ça fait beaucoup de questions. D'une façon générale, donc est-ce qu'il peut être responsable, le DES,
d'un sarcome du col. Le sarcome, c'est une tumeur particulière qui est faite du muscle utérin. Ce sont des fibres musculaires, et il y a parfois une tumeur maligne qui vient de ces fibres. C'est ce qu'on appelle un sarcome. Bien, on peut dire que dans toutes les études qu'on a pu voir, on n'a jamais noté une relation entre exposition au DES et sarcome. Voici une réponse. Alors, est-ce que c'est plus difficile pour les filles DES de se débarrasser du virus HPV? C'est une bonne question, parce que figurez-vous que la situation actuelle est très compliquée du fait de cette révolution qui a eu lieu de recherche d'HPV comme dépistage du cancer du col. Et c'est un problème nouveau, qui avait été d'ailleurs remarqué aux États-Unis et aussi en Australie. C'est que malheureusement, c'est plus compliqué finalement de rechercher le virus pour la raison suivante. On fait une recherche de virus. Et aussitôt, s'il y a des virus, on cherche s'il y a des cellules anormales. Si les cellules sont normales, on dit, c'est pas grave, vous avez un virus, on se revoit dans un an. Mais c'est une réponse qui ne satisfait pas tout le monde, parce qu'on se précipite évidemment sur Internet, et on voit que tel virus de tel numéro risque d'entraîner le cancer, et donc la vie est difficile quand on vous dit, vous avez un virus qui va vous donner le cancer, mais on ne fait rien. Alors on ne fait rien pour la bonne raison, c'est que l'évolution entre l'apparition, l'atteinte par le virus, le début des anomalies de dysplasie, et un véritable cancer, c'est au minimum 8 ans. Alors cette information qui est essentielle, les médecins l'ont, les patientes pas toujours, et elles se voient atteintes le lendemain d'un méchant cancer. Non. Donc ce problème d'HPV qui subsiste, il est majeur déjà. Et pour une fois, puisque le dépistage est fait de cette façon-là chez les filles non DES, ce sont elles qui sont embêtées avec cette persistance. Et contrairement à ce qu'on croyait, on croyait gentiment qu'ils disparaissaient au bout de quelques mois, on disait 1 an et demi, ils disparaissent. Pas du tout. Beaucoup gardent des années ce virus HPV. Chez ces femmes-là, elles sont très inquiètes et on n'a pas beaucoup de réponses à leur faire, si ce n'est de continuer à surveiller. Donc il y a un afflux majeur de femmes qui viennent consulter pour faire des colposcopies, et on doit surveiller de plus près, et comme il y a une certaine pénurie de colposcopistes en ce moment, ça devient une situation difficile. Revenons maintenant au sujet persistance du virus chez les filles DES. Je n'ai pas d'informations spécifiquement sur ce point, mais quand même ce qu'on peut dire, c'est que, étant donné qu'il y a en gros 2 fois plus de dysplasie chez les filles DES, ça c'est démontré. On peut bien penser qu'elles sont plus sensibles à ces virus HPV, et ceci n'est pas très surprenant parce que la structure au niveau du col et du vagin est différente chez les filles DES. Au lieu d'avoir un recouvrement assez épais et résistant, il y a souvent un recouvrement, ce qu'on appelle de tissu glandulaire, plus fragile, qui est probablement plus accessible et plus perturbé par l'HPV. C'est de cette façon qu'on explique l'augmentation des dysplasies. Donc, est-ce que c'est par une persistance du virus, ou plutôt, j'aurais tendance à dire plutôt par une fragilité des tissus au niveau du col et du vagin? Je verrais plutôt ça dans ce sens-là. Mais c'est possible, puisque le résultat est là. Et c'est pour ça qu'on fait une deuxième raison de faire plus de frottis, risque d'ACC et risque plus élevé de dysplasie. Alors, ma gynéco, bien cassée au fait des problèmes de DSUL, a changé de rythme de frottis de tous les ans, tous les 2 ans. Oui, c'est ce que je vous ai expliqué. On était strict en disant tous les ans. C'est la recommandation mondiale, mais c'est bien de plus en plus compliqué. Et puis, sachant que tout de même,
ces lésions évoluent lentement, on l'a vu, 8 ans, je vous l'ai dit. Alors, on peut tout de même accepter d'aller... On a donné comme liberté, finalement, ne pas dépasser 3 ans, ce qui est plus raisonnable. Donc, si votre gynéco passe à 2 ans, elle reste encore dans des bons chiffres. Alors, oui, il y a, ben ça je l'ai abordé, il y a entre ménopause et sécheresse vaginale, clairement oui, et nous en avons bien parlé, avec surtout des traitements locaux. Bon, on me pose des questions sur un traitement nouveau, mais je ne vais pas me lancer dans des prescriptions par Facebook, par l'intermédiaire de Facebook ce soir. Donc éventuellement, je peux répondre à des questions individuelles, comme on l'a dit, à partir de notre site, dans les semaines qui viennent. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de questions. Non, j'ai répondu à cette question. Mammographie tous les ans. Comment on décide du rythme de mammographie? On fait un bilan complet. On peut dire que s'il y a seulement le risque lié au DES, donc maintenant au-delà de 50 ans, une élévation de l'ordre de 10%, ce qui est très faible, il n'y a pas de raison de changer de rythme tous les 2 ans. En revanche, s'il y a par exemple dans votre famille 2 cas proches, mère, sœur de cancer du sein, là on arrive à un risque, pour ces raisons-là, très élevé, mais l'indication est de rapprocher éventuellement, mais on sort du cadre du DES. Mais le poids du DES, autrement dit, dans le rythme des mammographies, tel qu'il est maintenant connu, à une époque il avait un poids relativement marqué, mais maintenant qu'on sait que ce risque, dans votre tranche d'âge, est très modeste, il n'y a pas de raison de changer du rythme de tous les 2 ans. Bon, mais je crois que nous arrivons à la fin de cette réunion. Je vous remercie, vous avez été très nombreuses, j'imagine, plutôt que nombreux, à nous suivre. Et comme je vous l'ai dit, je remercie beaucoup les gens de l'association qui m'ont beaucoup aidé, et de même que Sam, qui était bien présent avec moi pour naviguer sur Facebook. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions qui n'ont pas reçu de réponse ou qui ne vous ont pas satisfaites, il est toujours possible de nous contacter via notre site internet. Merci.